Salut à tous et bienvenue pour cette émission numéro 11 Motion Café, émission qui sera dédiée à l'animation procédurale avec Cinéma 4D. Avec du beau monde pour en parler. Alors de l'équipe ici, on a Fremox qui est là, qui fait pas mal parler de lui en ce moment, hein, avec quelques petits scripts, Mografter, Isomatic qui arrivent. Et on a Aurélien qui est là, fidèle au poste. Moi-même et Monsieur Guillaume Combeau, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour parler animation procédurale avec Cinéma 4D. Il nous parle depuis Montréal, où il est basé. Guillaume, Salut. à toi. Salut, merci d'être là. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Moi je suis motion designer, j'habite à Montréal en ce moment. Ça fait maintenant 5 ans. Ça fait 10 ans que je suis motion designer depuis 2006. J'ai commencé au Maroc, j'ai jamais travaillé en France en fait. Okay. J'ai travaillé dans 2 boîtes, donc une au Maroc et une ici. À chaque fois, j'ai été fidèle aux boîtes qui m'avaient laissé la chance de travailler chez eux. Je ne sais pas par où commencer. Je peux aussi raconter mon histoire avant ça, parce que j'ai pas eu mon bac en fait. Et mes parents ont eu la gentillesse de m'offrir une école privée en audiovisuel, parce que j'avais plus trop le choix, puis ils voyaient bien que j'étais super motivé. Et c'était pas terrible comme école, elles ont fermé d'ailleurs, je crois, depuis. Okay. Donc j'ai vraiment appris par moi-même. En fait, j'ai plus eu du temps pour apprendre via Internet. Et puis après, les 2 boîtes que j'ai fait, c'est elles qui m'ont tout appris, quoi. Autodidacte. C'est beau, Ouais, ça. C'est beau, et 2 boîtes en 10 ans, effectivement, fidèle, et c'est marrant. Maroc et Canada. Jamais trouvé chaussure à ton pied en France? Non, j'ai jamais été spécialement attiré par la France. J'étais bien quand j'étais étudiant, je fais mes études à Lyon. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir au Maroc. Je pensais y rester 2 ans, j'y suis resté 5 ans. Et juste après, j'ai voulu vraiment partir à Montréal. Je sais pas, ce qui me plaisait, c'était le cadre de vie de Montréal. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, Le cadre de vie. Donc, rien à voir avec le marché du motion design là-bas, qui est peut-être plus propice qu'en France, la proximité avec les États-Unis, les opportunités, ou c'est vraiment juste le cadre de vie et le Canada, l'amour du pays, c'est possible, hein? Non, vraiment, le motion, je n'étais même pas renseigné du tout avant de partir. Okay. J'avais rien envoyé à personne. J'avais juste bétonné ma démo pour être tranquille en arrivant. Je ne savais pas du tout ce que je vais aller sur le marché en arrivant ici, parce que au Maroc, j'étais le seul motion designer. Je n'en avais jamais croisé aucun pendant 5 ans. D'accord, ouais. Je me faisais mon idée par rapport à Internet, mais finalement, c'était super rapide. En 2 jours, j'ai trouvé du travail. Et puis, bon, voilà, c'est chouette. Là, je me suis fait une grosse déco derrière avec des lettres en bois. Ok, ouais, sympa. Ok, Euh, donc en 2 jours, tu as trouvé du boulot. Hop. ouais, Facile. assez rapidement. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes là-bas, au Canada? Il y a beaucoup de boîtes dans le VFX, vraiment pour les gros effets spéciaux, comme pour le cinéma américain et puis pour Game of Thrones, pour les grosses séries. Mhm. Pour la pub, il y en a pas mal aussi, mais en motion, c'est vraiment restreint. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup non plus de motion designers à Montréal, en tout cas au Québec. D'accord. C'est une rareté quand même. Donc on trouve assez facilement du boulot ici. Je crois qu'il faut aller vers Vancouver pour côté motion. Ouais, Donc, il y a pas mal de boîtes vers Vancouver. Il y a Giant Ant déjà, puis je crois qu'il y en a d'autres qui traînent vers là-bas. Mhm. Assez sympa. exact. On entend beaucoup parler de Vancouver pour le motion ces temps-ci, avec Giant par exemple. Mhm. Je sais pas, vous connaissez des boîtes du Québec, de Montréal? Non, bah, pas plus que ça. Moi, Non, non. Bon, c'est ça. Voilà, Mais t'as tout dit. il y a tout un marché à prendre ici. D'accord, Mais je peux intéressant. pas comparer avec la France vu que j'ai jamais travaillé là. Je sais pas du tout la différence. Et comparaison, par exemple, je sais pas, avec les États-Unis et New York qui est à 5-6 heures de Montréal, ça fait une grosse concurrence ou pas du tout? Enfin, je sais pas. Non, Comment tu le vois, alors, toi? pas du tout. Non, non, on a des fois eu quelques contrats avec New York, mais c'était même pas tant du motion, c'était plus la grosse anime traditionnelle ou ouais, des gros Ok, effets que je sais pas faire. ok. Ok, ouais, parce que donc toi, tu t'es spécialisé, donc t'es motion et tes spécialisations, qu'est-ce que c'est ton daily work, si tu veux?
Moi, j'ai travaillé au début sur After Effects uniquement. Mhm. Et puis, je me suis vite rendu compte déjà en 2008 qu'il fallait que je switch à la 3D pour faire ce que j'avais en tête. J'arrivais pas à évoluer plus dans After Effects. Et j'ai découvert Cinema 4D en 2008. C'était les tout débuts de Grayscale Gorilla. Du coup, Mhm. j'ai vraiment suivi. C'est vraiment lui qui m'a formé via ses tutos au jour le jour. Pareil pour After Effects. Au tout début, c'était Video Copilot. Donc, c'est un peu pour tout le Ouais. monde les mêmes, hein. Ah ouais, Et bien sûr. quand j'ai commencé, je crois qu'il avait fait Video Copilot. Il avait genre 3 ou 4 tutos seulement sur son site. C'était pratique parce que 2007. quand il en sortait un, je pouvais le regarder. Je trouve ça maintenant un peu fou quand on arrive dessus puis qu'on en voit 500, on ne sait pas par où commencer. C'est vrai. Moi, j'ai pu me former comme ça. Et puis, donc, la 3D, Cinema 4D, j'ai vraiment eu de la chance de découvrir ce logiciel. Il m'a permis de faire des trucs belles assez rapidement. Moi, j'avais peur de la 3D parce que on voit toujours des trucs super moches quand on commence la 3D au début. Cinéma 4D, je sais pas, assez rapidement, on fait des choses super belles. Et du coup, bah, ça motive, puis on apprend vite, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu animation procédurale avec Cinema 4D. Avant tout, première question, c'est quoi l'animation procédurale? Alors, c'est moi qui dois répondre à ça, hein. Ah, disons que c'est toi, après on a notre petite idée. Mais c'est vrai que Ok. venant d'un expert comme toi, ça nous intéresserait d'avoir ton avis. Moi, j'utilise vraiment l'animation procédurale, la simulation, tout ce qui est un peu dynamique, tout ça dans Cinema 4D. En fait, moi, le motion, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment la technique pure. Donc, en gros, je vais aller chercher tous les petits outils qui m'intéressent dans Cinema 4D, qui me permettent de faire de l'animation. C'est, on a beaucoup plus. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup plus comme ça. Je sais vraiment pas bien animer, je pense, en keyframe, et ça m'aide énormément. Et je trouve que là, c'est ça. Je fais des plus belles choses avec ça. Donc, l'animation procédurale. Toi, Vas-y, donc c'est le no game, c'est un petit peu ça, un peu, pas d'image clé ou un minimum, d'après ouais, ce que tu un dis. minimum. Ouais. Un Un minimum. minimum. Tu vas te servir en fait des dynamiques, notamment MoGraph, par exemple, et pas que, dans Cinema 4D, pour essayer d'obtenir ce que tu veux. C'est sympa, c'est très marrant et ça donne. Ça fait un petit peu rêver parce que les images clés, c'est une chose, hein, on connaît Exact. pour animer, etc. Mais c'est vrai que quand tu arrives à produire et à atteindre ton but sans, c'est plutôt sympathique comme approche. Vraiment plutôt sympathique. Donc toi, tu dirais, ouais, l'animation procédurale, c'est le moins de keyframes possible, utiliser les dynamiques, utiliser des outils disponibles pour animer. Mais ça demande aussi une grosse connaissance des outils en question, parce que c'est difficile de prévoir un comportement. Enfin, je trouve, moi, quand je me mets sur Cinema 4D, si t'es pas expert dans tel module MoGraph ou autre, c'est vachement dur de prévoir un comportement, beaucoup plus dur qu'avec des images clés, finalement, enfin, je trouve. Non? Alors, oui, oui, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est bien, encore une fois, avec Cinema 4D, c'est que les paramètres par défaut sont quand même pas exagérés. J'ai l'impression que des fois, dans d'autres softwares, il faut vraiment connaître pour aller chercher les bons chiffres. Ici, Mhm. je pense qu'avec Cinema 4D, en 3-4 clics, on y arrive quand même assez facilement. Mhm. Et puis, on obtient de belles choses. Encore une fois, même au niveau animation, au niveau rendu, Ouais, c'est quand même super intuitif. c'est vrai. Et puis, ça demande une plus grosse machine aussi, effectivement, parce qu'il y a du calcul de processeur beaucoup plus Ça, intense. ça demande une plus grosse machine, ça c'est intéressant. Toi, tu tournes avec quoi, par exemple? Alors, moi, comme je suis embauché depuis 10 ans dans une boîte, j'ai toujours un IT, c'est un mec qui s'occupe de l'informatique. Mhm. J'y connais vraiment rien du tout en Ouais, ordinateur. Je sais que j'ai une c'est très très bien. grosse machine, mais j'ai la chance à chaque fois que j'ai un petit problème, je lève la main et puis on vient m'aider. Donc, Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est Donc sur toi, tu es Mac? vraiment focus sur l'essentiel. T'es sur Mac ou PC? Tiens, bonne question. je suis sur PC. Tu commences à faire rêver et c'est pas fini, hein, parce que on vous laisse savoir que Guillaume nous a préparé deux, trois petits projets.
qui va nous partager et expliquer un petit peu. Donc, cette émission va être un petit peu différente aussi des autres parce qu'on va être un petit peu plus technique. Après, bon, toi, donc, tu bosses principalement sur Cinema 4D, pas de problème, on a compris, mais pourquoi, à part le fait qu'il est très intuitif, etc., est-ce que tu aurais des points de comparaison avec d'autres gros softs qui a priori, sont aussi capables de, alors qu'ils soient plus compliqués, c'est une chose, quand on aborde le domaine, ok, d'accord, mais maintenant qu'on commence à être expert, donc, comment tu comparerais enfin, avec Maya, 3ds, Blender maintenant que tu connais les outils, est-ce que tu tu te verrais partir dessus? Non, alors là, pas du tout. Je connais pas du tout, j'ai jamais ouvert aucun des autres softwares. Ouais, c'était atypique. C'est génial. Ça m'attire pas du tout. En fait, moi, c'est vraiment pas. C'est pour ça que j'y connais rien en technique machine. Ce qui m'intéresse, c'est pas du tout la technique, c'est pas du tout tout ce qui est software, hardware. C'est vraiment avoir du plaisir à faire du motion. Moi, ça s'arrête juste ici. Donc, c'est pour ça que j'utilise aussi toutes les ressources qu'on me donne qui me permettent de faire des belles choses. Mais effectivement, je focus plus sur l'artistique. Puis après, j'ai la chance, comme je fais ce métier à temps plein, d'apprendre tous les jours et du coup, j'arrive à avoir un beau résultat au final. Et puis la passion aussi, ça me motive, mais Ouais, pour les autres softwares, non, je sais pas. c'est génial comme approche. C'est vraiment génial. Hein. Tu vas à l'essentiel, la passion, tu te focuses sur ce que tu aimes et tu fais ce que tu aimes et tu t'apprends tous les jours. Tu vas arrêter de nous faire rêver. Là, on a un super article qui est sorti, que Freemox a écrit au cas où, pour ceux que ça intéresse, hein, une petite comparaison de soft 3D. On vous remettra le lien aussi en bas. Cette question nous faisait penser. Alors, avant juste de rentrer peut-être dans la technique pure, on a envie d'y aller, tu peux nous parler un peu de ton workflow type quand tu abordes un projet motion, comment ça se passe, rapidement, hein, les grandes étapes, mais comment, en équipe, et après toi, de ton côté, comment tu abordes le truc? Ok. Moi, j'ai deux façons de travailler distinctes. J'ai la façon, si c'est un client qui vient me chercher, et puis, en tout cas, qui vient chercher la boîte où je travaille, et puis qui nous demande un contrat, et il y a mes projets perso. Je ne travaille pas du tout de la même manière. Ce qu'on peut voir dans ma démo, c'est beaucoup de projets perso. Au jour le jour, moi, quand je suis chez Shed, je fais plein de petits contrats, de petites choses sur After, de logos qui vont pas forcément se retrouver dans ma démo. C'est vraiment, en moyenne, il y a trois gros projets qui peuvent se retrouver dans ma démo par an. Le reste, c'est plein de petites affaires qu'on voit dans les pubs, mais qui sont pas intéressantes à montrer. Pour celle-là, pour les grosses choses, quand c'est des clients, là, on a un pipeline assez classique, c'est-à-dire rencontre avec le client, mood board, référence. Peut-être des fois, on fait des still frames pour leur montrer de quoi on est capable, puis vers où on voudrait aller pour être plus spécifique. Ensuite, si c'est accepté, si le style graphique est accepté, on commence par l'animatique, et puis à chaque fois, on a des approbations comme ça avec le client jusqu'au produit final. Très bien. Vous faites beaucoup d'échanges avec le client. C'est un maximum ou parce qu'après, c'est toujours une grande question, ça. À quel moment on va arrêter de montrer au client pour pas lui donner trop de manettes, mais en même temps prendre le risque d'arriver à un stade avancé dans le process et que le client dise non, c'est pas du tout ça que je voulais. Enfin, voilà. C'est toujours un peu délicat. Bon, je pense que c'est au cas par cas aussi, non? En fait, nous, ici, on prend aucun risque. Il y a beaucoup d'appros. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas pour comparer avec le Maroc, c'est que le client ici était beaucoup plus éduqué. Il arrive beaucoup plus tôt, il sait ce que c'est une animation quand on est déjà en animatique en gris. Il connaît les délais beaucoup mieux. Avant, je travaillais beaucoup dans l'urgence, donc ça m'a appris beaucoup à travailler dans l'urgence en même temps au Maroc, mais c'était difficile. C'est vrai que souvent, il faut essayer de leur montrer quelque chose de final rapidement, sinon ils ne comprenaient pas. Ici, on n'a pas trop ce problème-là, et puis on prend aucun risque, on se fasse rejeter quoi que ce soit. Donc, dès qu'on passe une étape, on lui montre. Et de toute façon, en général, on fait un calendrier avant même de se lancer dans la production du projet. Puis on sait à quelle date il va voir nos QuickTime. Ou alors s'il vient nous voir ou si on lui envoie quelque chose. Et en général aussi, il nous laisse assez le temps pour faire les choses bien. Ah, c'est très bien cette approche, cette façon d'aborder le truc, c'est bien parce que comme tu dis, tu te blindes quoi. Ouais. On n'a pas le choix. C'est ce que nous disait Cook aussi.
Dans la dernière mission, il nous disait pareil quand il comparait la réalisation entre la France et les États-Unis. Il disait aussi qu'il y avait vachement moins de soucis côté américain, on va dire. Ouais, Mhm. j'ai l'impression que de manière générale, c'est ça. Parce que moi, ce qu'on m'a dit de France, c'est que ça ressemblait plus au Maroc que ce qui se passe ici. Donc, Ouais, moi, ici, en 5 ans, j'ai pas souvent entendu le mot urgence. Donc, je ouais. trouve ça assez hallucinant. Mais Et encore, très alors, cool, tu m'étonnes. mais, euh, mais c'est bien, ça fait du bien. Ouais, ça fait clairement du bien, tu m'étonnes. Bah, c'est simplement la qualité va primer, quoi. Et quand t'as pas le mot urgence sur les épaules ou dans les oreilles constamment, Exact. clairement, ah, c'est bien. Ensuite, pour parler des projets perso, c'est un peu différent. Bah, effectivement, hein, j'ai pas d'appro, j'ai rien du tout. Donc là, je suis complètement freestyle. Mhm. Mais comment je fais en général? Il suffit que je voie un tuto qui me plaît ou un film qui va comme me faire. En général, j'ai quand même un petit déclic. Puis je vais aller essayer de chercher tout ce que je connais sur Internet. Je mets ça dans une sorte de Pinterest, dans un blog Pinterest. Mhm. Et puis j'essaie de regrouper tous les tutos. Puis j'essaie de tout mélanger et d'arriver à un résultat qui est complètement différent de ce que j'ai vu. Mais, euh, mais c'est ça, je me fais un peu ma sauce à moi. Donc Mhm. il y a beaucoup moins de steps d'appro. Et il y a une autre chose aussi que dans mes projets perso que j'applique que j'essaie d'appliquer, c'est que ça me prenne le moins de temps possible. Si je vois que je pars dans un processus qui est beaucoup trop long, beaucoup trop contraignant, je sais que je vais pas le finir, le projet va finir sur un disque dur et puis que je vais jamais le réouvrir dans 2 mois. Euh, je sais déjà, je jette quasiment le projet. C'est-à-dire dès que ça bloque, dès que j'ai un problème, dès que je vois que ça va pas y aller, je jette et puis je passe à autre chose. Parce que j'ai beaucoup d'idées, donc j'ai tout sur un calepin. Mhm. Mais je Ah, veux pas qu'un projet perso dure plus de ça, 3 semaines. c'est bien, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est souvent un problème dans les projets perso, c'est de se lancer dans des choses trop ambitieuses ou qui deviennent rapidement trop ambitieuses et pas savoir s'arrêter, et au final, finalement, jamais finir. Et ça, tout le monde connaît ça. Et Exact. avoir cette autodiscipline de dire, même une idée qui est hyper cool, qui démarre hyper bien, de se dire, bon, là, je sais que je vais me lasser ou ça va me prendre 6 mois et au final, pendant ces 6 mois, j'aurai peut-être. Ouais, c'est très important et on devrait vraiment ne jamais l'oublier. Moi, le premier. Il faut à tout prix éviter ce genre de situation. Enfin, en tout cas, moi, Mhm. c'est ce que je m'impose. Puis c'est un exercice aussi hein, d'apprendre à acheter ses affaires, ne plus vouloir. Mais Ouais, euh, c'est un et état aussi, d'esprit presque. ouais, aller chercher aussi un projet. On sait déjà à la base combien de temps ça va durer, quasiment. Il faut aussi savoir s'arrêter à un moment donné, parce que quand on a quelque chose en tête, souvent c'est plus beau que ce qu'on est en train de faire. Et j'ai pas de regrets. C'est-à-dire que quand je m'arrête, je me dis, bon, là, ça y est, j'ai passé assez de temps dessus. Je sais que je pourrais aller plus loin, mais ça me demanderait beaucoup. Donc, il faut toujours avoir ce rapport travail-plaisir, en fait, surtout. Parce qu'en fait, c'est la notion de plaisir que je cherche quand je fais un projet perso. Mhm. Et ben, tout se joue là-dessus. Si tout d'un coup, moi, je prends plus de plaisir, ben, le projet. Et puis, au final, ça va se ressentir sur la vidéo. Mhm. Donc, c'est ça. C'est clair. Non, mais c'est bien, ça se tient. J'avais une question. Quand tu bosses avec les clients, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure avec les clients, comme tu es beaucoup sur des choses un peu expérimentales, enfin un peu organiques, un petit peu procédurales, justement, ça doit être vachement difficile à pitcher et à storyboarder, ce genre de choses. Effectivement, c'est pour ça qu'on fait souvent des still frames, c'est-à-dire qu'on fait une image, on essaie de faire une ou deux images du projet à quoi il va ressembler, parce que ben, pour nous puis pour lui, parce que c'est souvent abstrait. Et là, on se dit, bon, nous, on va partir là-dessus. Souvent, on n'a pas le choix de faire des images. Il nous Ah oui. arrive même parfois de gagner, d'avoir un contrat, on sait déjà qu'on l'a, mais on pitch quand même. Mhm. C'est-à-dire que nous, on va lui dire, nous, c'est ça qu'on va te proposer. Si toi, t'aimes pas ça, ça va être difficile. C'est-à-dire que encore une fois, c'est comme une step d'approbation. On se back, quoi. On essaie on veut que le client soit content aussi. Hein. Donc, Mhm. c'est assez spécifique quand c'est très abstrait, quand c'est du motion. On essaie de montrer au plus tôt, pour le coup, un résultat final sur une image. D'accord. Et souvent pas mal de phases de test, du coup, j'imagine aussi, euh, pendant- avant de montrer au client. Ou alors tu sais d'office et tu dis, OK, ça je vois, c'est abstrait, tu peux pas l'expliquer direct, mais tu vois tout de suite comment tu vas aborder le truc, maintenant que tu connais hyper bien tes outils.
ou pas? Bah, moi, je le vois, mais c'est vrai que souvent, c'est difficile de l'expliquer. Donc, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix de faire une image. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et dans donc C4D à fond, After, d'autres softs en classique peut-être? Non? Non, vraiment pas. Illustrator, je connais pas du tout. J'utilise quand je reçois des fichiers, des logos. Ça, j'ai Ouais. pas le choix de l'ouvrir dans Illustrator. Mhm. Photoshop, très très rarement. Mhm. De moins en moins. D'ailleurs, plus l'update, plus je me rends compte que je connais plus rien dans Photoshop. Et je commence même à faire du Photoshop dans After Effects souvent. Je sais pas si ça fait Ouais. Je vois tout à fait, ouais. C'est parfait, ouais. Et donc, C4D à mort, quels sont les outils d'animation que tu utilises le plus? Donc, on a parlé rapidement de MoGraph, la dynamique, simulation, tissu, cheveux, autres, je sais pas. Oui, exact. Mais c'est un peu tout ça. Maintenant, j'utilise le plugin Xparticle, Ouais, qui est, Xparticle, qui fait beaucoup parler de lui, hein, c'est clair. qui est très puissant. En fait, avant, j'utilisais MoGraph. Et puis, Xparticle, c'est un peu la même chose, mais avec beaucoup plus d'effets. Genre, Ok. je pense qu'il y en a 4 fois plus. On peut quasiment faire la même chose que MoGraph, mais 4 fois plus d'effets. Donc là, tout d'un coup, moi, ça a ouvert une porte immense à l'animation procédurale, justement. Mhm. Euh, et puis, donc, dès qu'il est sorti, on l'a acheté direct. Et puis, j'ai plongé dedans. Et puis, j'ai eu du plaisir fou à créer avec ça. Mhm. Donc, souvent, c'est ça. Souvent, ça va être de la dynamique de base qui est super solide dans C4D ou du Xparticle. Ok. Et X-Particle, c'est pas un petit peu très différent quand même dans la mesure où c'est pas un jeu un peu de questions-réponses, c'est ça? Tu poses pas des questions pour des comportements de particules ou je ne sais plus quoi, c'est un peu différent quand même, non? Alors, il y a les questions-réponses, en effet, mais j'utilise quasiment jamais. Il n'y a pas besoin d'utiliser forcément. Il y a vraiment besoin dans des cas spécifiques. Non, c'est vraiment, on a un objet, par exemple, puis on le détruit, mettons, puis par-dessus, on vient faire passer un effet. C'est exactement la même chose que MoGraph et puis Xparticle, il y a un effet qu'on vient faire passer. Des box d'effets, là, des effectors, on Ok. appelle ça. Et puis, on peut avoir le même résultat. Pour les questions-réponses, non, une fois qu'on a pigé le truc, de toute façon, c'est relativement simple. Ok. En ce qui concerne l'animation de personnages, également des outils un peu techniques. Tu utilises parfois un petit peu les trucs un peu de personnages comme les vertex maps ou le rigging, des choses comme ça, le pose morph ou ce genre de choses? Pas Non, trop. pas du tout. Tout ce qui touche à des personnages, je- Sans parler d'animation de personnages, hein, mais je parle des outils pour les utiliser de manière un peu procédurale, justement. Oui, mais alors très rarement. Ça m'est arrivé, mais vraiment, parce que là, c'est quand je me rends compte que j'en ai besoin, il faut que j'aille chercher un tuto, et puis là, je commence à galérer, et puis j'avance doucement. Mais oui, ça peut arriver de les utiliser. D'accord. Et tu modélises un petit peu aussi tu Non, texturing? non Non, plus. pas du tout. Ouais. Non, non. Ce que je fais, c'est j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La modélisation, ça m'a jamais intéressé. Je trouve ça, Mhm. je sais pas, ça m'intéresse pas. Ouais. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire, nous, on fait des cubes et puis des boules. Fait que Mhm. ça se retrouve souvent dans mes projets d'ailleurs. Il y a que de ça Mhm. quasiment. Mhm. Des Mais, boules qui brillent. comment? Des boules qui brillent comme chez Grayscale Gorilla, tu sais. Ouais, exactement. Je viens de cette école-là. Donc, j'ai soit une équipe ici chez Shed, qu'on travaille des projets avec des clients qui peuvent modéliser des choses, Mhm. D'accord. soit je vais chercher des choses qui m'intéressent sur Internet. On trouve Ouais, ouais. quasiment. Des Ouais, fois, ça m'arrive d'acheter des petites modélisations. Je mets jamais $50 dans un modèle. ouais, bien que en soi, sur le projet, ça se tient. Ok. Et les rendus? Et les rendus, très longtemps, j'étais sur les rendus basiques de Cinema 4D, le Mhm. Physical Render. Mhm. Et puis là, maintenant, ça fait 2 ans que j'utilise Octane. Mhm. Et puis ça a été la révolution du rendu aussi pour moi. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans dans le rendu. Fait que j'utilise plus que ça, je peux plus m'en passer maintenant. Ouais. Ça fait partie de Octane. mon interface là, quand je vais vous montrer. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Je peux vous montrer mon cinéma 4D. Ouais, bah carrément, ça nous intéresse, hein, si tu veux balancer, on n'attend pas plus longtemps, hein. J'ai juste une petite question. Ah, bah vas-y. T'as testé d'autres moteurs de rendu ou pas du tout? Enfin, où t'es parti direct sur Octane, genre Non, les TA Arnold, Cycle, je sais pas quoi. Arnold, j'ai pas eu l'occasion.
Redshift, je suis curieux, il paraît que c'est un peu la même chose que Octane. Mais comme je dis à chaque fois, moi, je suis vraiment pas technique, donc ça va m'embêter d'aller chercher, d'aller trouver un autre alors que je connais déjà celui-là. Je vais pas prendre de plaisir à découvrir une nouvelle technique. Donc, Il y a Cycle aussi. une fois que je sais, bam, je pousse là-dedans et puis je vais chercher des choses artistiques un peu abstraites. Ok, je vais vous montrer mon C4D. Le moment tant attendu. Vous voyez quelque chose? Oula, Oui. on voit quelque chose. On voit une interface qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu arrives à figer sur lui? C'est Aurélien, c'est toi qui gère? C'est bon, ça y est. Ça y est? Ah, C'est bon, en pas place. chez moi. Ah, voilà, très bien. Ouais, c'est bon. Waouh, c'est un CKT qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça. Non, alors effectivement, j'ai fait un layout custom. Ouais, oui, carrément. En Alors, fait, vas-y, un peu. en général, je travaille sur 2 écrans. Ouais. Donc, spécialement pour vous, je l'ai un peu réduit, mais ça ressemble quand même pas mal à ça en général. Pourquoi j'ai toutes sorties? Là, on voit la souris aussi, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, donc ici, ça c'est ma fenêtre de rendu Octane. Ça, D'accord. c'est les outils Octane, les matériaux et puis les caméras, tout ça. Mhm. Et ici, c'est tout le plugin Xparticule. D'accord. Ouf. Ok. Moi, j'ai sorti tous les outils de base, là, les Extrude, les HyperNerves, Boolean, tout ça. C'est plus HyperNerves d'ailleurs, c'est quoi? C'est Subdivision Surface. Et tous les déformeurs. Ok. En fait, pourquoi je les sors? Je suis pas obligé. Mais il y a un intérêt à ça, c'est que moi, ça me permet de tout le temps les avoir dans les yeux. Et je trouve que ça m'ouvre à la créativité, en fait. Au lieu que d'utiliser toujours les mêmes, parce qu'on a tendance à aller toujours vers les mêmes, quand ils sont dans ta face, comme ça, ils vont venir te chercher un petit peu. Mhm. Puis, on se dit, quand je les vois, je suis comme, ah, bah, tiens, je pourrais utiliser celui-là. Alors que s'il était resté caché dans les menus ici, bah, j'aurais pas Carrément. pensé à l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de boutons. Mais en final, ça a cet intérêt-là de Ah oui. m'ouvrir les yeux un petit peu, en fait, sur ce qu'il y a dans le software. Ah, c'est très très intéressant et intelligent comme approche, même si customiser son interface, c'est quelque chose de basique, mais comme tu dis, ils viennent te chercher, ils sont là. Eh, je suis là, je peux te... c'est vraiment cool. Vu qu'on est dans l'abstrait en général, et puis sur les projets perso, quand je démarre, ça arrive souvent que je ne sais pas où je vais aller. À un moment donné, je vais voir quelque chose qui va me tilter, et puis je vais l'ajouter, ça va fonctionner. Mhm. Donc ça, donc j'ai sorti moi principalement, j'utilise ces 4D natifs, puis Octane, donc qui est tout ici aussi, Xparticule. J'ai juste rajouté un plugin gratuit dont je voulais vous parler qui est intéressant, parce qu'on va parler d'animation procédurale, c'est le Gélatine. D'accord. Je vous donnerai le lien, il est César. téléchargeable, il est gratuit. Celui de César Vonk, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais vous faire une petite démo de 2 secondes. Je vais faire un cube parce que, comme je dis, on aime bien faire des cubes. Ah oui. Je le subdivise pour qu'il ait un peu de. Qu'il puisse se déformer. Donc là, on voit la subdivision. Puis je vais y mettre 2 clés d'animation. Une autre à 12 frames. En général, moi, mon travail sur les keyframes, il s'arrête à ça. Ok. Après, on va vous mettre des petits extraits après, quand vous allez voir. Qui s'arrête à ça. C'est pas possible. Non, j'exagère un peu, mais c'est pour vulgariser un petit peu parce que, Bien sûr. c'est vraiment, quand on s'y met un peu, c'est vraiment cool. Donc, il faut que je les mette ensemble dans un nul. Et puis là, normalement, si je fais clic, là, on voit qu'il s'active. Eh oui, d'accord. Ah ouais. Donc, c'est souvent comme ça que je travaille. C'est pour ça qu'on a des animations un peu fluides, un peu. J'ai mis 2 clés et puis on a quand même un effet super sympa. Moi, des fois, ça peut commencer comme ça, un projet perso. Je fais ça et puis et ça me donne une idée, je trouve ça cool. Puis là, je vais venir mettre une texture, faire tomber des choses dessus, je sais pas trop. Mais c'est parti d'un petit truc comme ça sympa que pas tout le monde connaît, que tout le monde ne connaît pas forcément. Et puis, ça m'a pas Je peux coûté te très cher. demander la différence entre le déformateur gélatine et le secousse. Le delay, qui est ici, bah, lui, il déforme la géométrie. Alors, ouais, non, pas le délai, le secousse dans le déformateur. Jiggle, c'est, je crois qu'il s'appelle. Jiggle, Ah, le ouais. jiggle. Ah oui, c'est vrai, il y a le jiggle aussi. Je sais pas trop. Je pense que celui-là est plus simple, plus rapide, plus gélatineux. J'allais le dire.
Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a le jiggle aussi qui permet en plus de faire du cache sur les déformeurs. Parce qu'il a un cache. Mais, ah, bah tiens, j'y pensais plus. J'ai travaillé pour V-Mobile. Ok. C'était en 2012 déjà, donc c'est un vieux projet. Mais j'utilisais beaucoup la 3D pour des rendus 2D. Mhm. Moi, j'adore ça et malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de contrats comme ça, donc c'est pour ça que je ressors celui-là assez souvent. Tu peux partager ce que tu regardes. Ah ouais? Et discuter des émissions avec tes amis, les animateurs, puis même du monde à qui t'avais pas pensé. J'avoue, c'est fort. Ça, il fallait faire des lignes un petit peu qui s'étirent et qui bougent et qui soient dynamiques en fait. Hein. Donc, ça donne un truc. Ok, d'accord. Je vais changer mes raccourcis aussi sur le clavier parce que la simulation, ça demande beaucoup de revenir en arrière et de faire play. Donc ça aussi c'est custom. Quand je fais Shift X, ça revient à 0 et quand je fais X, ça play. Ma main, comme ça, elle est super bien posée là et puis je suis tout le temps en train de faire ça quand je travaille. T'as raison, ouais. Donc c'est cool aussi de custom son clavier de temps en temps. Quand vous voyez que vous utilisez un raccourci avec la main qui est toujours inconfortable, bah, changez-le. Tout simplement. Donc comment ça se passe ça, je les ai animés à la main, ces petits carrés-là, pour qu'ils se répartissent un petit peu où ils veulent. Ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir ces courbes de dynamique. En 2D, je ne sais pas du tout comment j'aurais fait ça. Et puis, je pense que si je le rends, j'espère que j'ai encore mes rendus qui sont... Ouais, on a la ligne ici. D'accord. C'est juste... Donc, c'est juste une ligne en 3D. Ok. C'est quoi, un traceur Ah non, c'est pas un traceur, c'est vraiment une spline. On rend dynamique avec un tag, en fait. Les splines peuvent être dynamiques dans Cinema 4D. Ouais. Et ça, c'est ici, vous voyez les deux tags. Je peux mettre ça en plus gros, je pense. Large. Okay. Ça, c'est le tag de dynamique que j'ai mis sur ma spline. Et puis ici, ça, c'est les deux attaches. Il y a une attache, par exemple, sur ce cube, puis une sur le cube qui est ici, qu'on ne voit pas, que je vais afficher, qui est tout petit. Ah non, c'est celui-là. Okay. C'est parce que ça bouge un peu. Donc ça, c'était intéressant en fait, encore une fois, comme j'explique, mais j'ai une clé par cube. Donc, j'ai vraiment pas mis beaucoup de clés. On les voit ici, là. Puis, c'est linéaire. Hein, et c'est vraiment ce qui fait l'effet intéressant, c'est vraiment l'outil de dynamique sur la spline. Bien sûr. Aussi, j'ai mis mon icône, l'icône jaune ici, je l'ai mis dans un Fracture Object. Ça vient de MoGraph. Comme ça, je peux utiliser par-dessus un effet de MoGraph qui s'appelle le delay. Je vais l'activer, vous allez voir. Puis quand ils arrivent au bout, ils ont une sorte d'effet rebond que moi, je ne fais pas à la main, que MoGraph fait tout seul. Donc maintenant, ils rebondissent. Typiquement, anime procédural. Et je l'ai fait sur chaque icône. Je les ai tous mis dans un fracture. Et puis, c'est le même qui les dirige tous. Donc ici, si je vois dans mon fracture quel effecteur il a à l'intérieur, c'est celui-ci. D'accord. Du coup, si ton bounce il est pas bon, tu as juste un truc à changer au lieu de 25, quoi. Exactement. Ben, je peux le faire devant vous. Regardez, je peux déformer celui-là. Je pense qu'il doit être à... Ok, il est à 60%. Si je le mets à 100% pour exagérer... Ah ben, il part même plus, là. Okay. Ça lui a pas plu, ça. Donc, je vais le mettre à 90. Et là, il rebondit beaucoup trop. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bougé un seul truc, puis il n'y a même pas de clé. Hein. Puis c'est lui. Puis si je veux qu'il le fasse moins, si le client n'est pas content, ça rebondit trop. Bah ouais. Je le baisse. Puis en général, je bouge un petit peu comme ça. Vous voyez, avec mon raccourci X-Shift, ouais, ça je reviens tout le temps en avant, et puis tac, je change, je fais play. Là, j'étais content. Je rends ça, et puis tout le reste, c'est dans After Effects après. Ok. Tu fais pas mal de compositing sur After? J'en fais de moins en moins. De moins en moins. Avant, j'utilisais beaucoup After, mais maintenant, comme je fais des rendus réalistes et que Octane me sort des choses déjà presque parfaites, j'utilise After, mais vraiment pour changer quelques petites couleurs, pour rajouter des mini-détails. D'accord. Donc ça, c'est pour V. Je vous ai préparé aussi... Là, ça, c'est vraiment un des derniers projets qu'on m'a demandé de faire, je crois, avant-hier. C'était une animation d'un logo en 2D. J'ouvre quasiment plus jamais After Effects non plus, en fait. D'accord. Là aussi, tu es parti.
Donc, je vais vous montrer. J'ai mis votre nom parce que je ne pouvais pas mettre celui du client. Ah là là, tu nous fais plaisir là. Tu fais le rendu, tu nous l'envoies derrière? Mais c'est vraiment une petite anime. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça me l'a fait à la répète. Ouais. C'est pas parce que t'es pas à la bonne vue, non? Cette question de con. Tu as raison. Bien joué. Merci. Donc là, pareil, j'ai 2 Ok. clés d'anime. Puis Ouais. je vais régler les effecteurs pour l'instant. Puis j'ai comme un effet 2D presque. C'était la référence du client, il voulait que ça monte comme ça. D'accord, ouais. Ah ouais. Et puis pareil, j'ai un delay aussi qui fait un rebond. On le voit un petit peu. Vous voyez, sur la fin, ça rebondit un peu. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as placé tes éléments et ils sont animés uniquement avec du mot graphe. Exact. Donc là, on peut voir que je suis en 3D. Mhm. Pour recalquer, je m'étais mis en background leur logo. Je l'ai recalqué Ouais. en 3D exactement avec la bonne typo. Ouais. D'accord. Je me suis fait un texte en motion. Ici, dans MoGraph, on peut aller directement Ouais. Créer un texte. créer un texte. Donc, on va pouvoir utiliser par-dessus ce texte tous les effecteurs qu'on a dans MoGraph, que j'ai placé moi ici, en fait, c'est pas que d'X-Particules. Mhm. Par exemple, vite fait, j'essaie de faire ça vite. Si je mets dans les mots, je vais lui mettre un random effector, bon, ça explose le texte un petit peu dans les lettres. Ok, ça, je sais pas après à quel niveau tout le monde est, donc j'y vais tranquillement. J'ai fait des cylindres pour faire les cercles. Mhm. Et Ouais, pareil, je comme sais. tout à l'heure, j'explique, je les ai mis dans un fracture object pour pouvoir utiliser par-dessus mes effecteurs. D'accord. Si ils n'étaient pas dans le Facture Object, On ne peut pas utiliser tous les effets de MoGraph dessus. d'accord. Le fracture, il permet de le rendre dynamique un petit peu, l'objet. Ouais. Ok. De le rendre procédural, en fait. De le rendre procédure. Je vais recommencer à 0, tiens, regarde. Tac. J'ai mis une caméra aussi, là, pour les gens qui veulent rendre en 2D, souvent quand on fait de la 3D. Ma caméra, ici, en général, c'est une perspective qu'on a. Mhm. Donc la projection, je viens la changer en parallèle. Je suis en face, puis on voit que ça change ici la forme. Ouais. Je suis en face Et de mon donc, logo, et puis quand je vais faire mon rendu, il sera parfaitement flat, 2D. d'accord. Parce que sinon, comme il y a de la 3D, on va voir un peu les bords ici. Eh ben oui. Ouais, c'est Et pas donc bête. là, on les verra pas. On les verra que quand ils tournent, mais on les verra pas. Ouais. Donc comment je fais? Je vais prendre mon plane que j'applique sur mes 2 fractures et mes 2 textes. Donc, comme ça, j'en utilise qu'un seul pour les. On voit que ça se déplace en même temps que je les mets, c'est-à-dire qu'il agit comme il faut. Donc là, maintenant, le plane, il agit sur tout. Donc le plane, il va te permettre de faire quoi? Mon plane, il va permettre, là, je vais vous montrer comment faire la rotation, pour qu'au début, il soit à 90 degrés, puis qu'ensuite, il vienne face à nous. D'accord, c'est un effecteur, toujours, qui va te permettre. Ok. OK? Ouais. Alors, mon plane, ici, dans les paramètres de mon plane effector, je vais dire comment jouer sur mes textes et puis sur mes cercles. Et donc, juste pour, je pars du principe pour ceux qui connaissent pas du tout, le plane effector donc agit sur la scène, mais comment tu es sûr qu'il agit sur la scène? Est-ce qu'à un endroit tu lui dis où j'ai peut-être raté ça, je sais pas. Ouais, excuse-moi, je suis peut-être un peu vite. Quand Non, je non, mais c'est sélectionne, pour au cas où, tu vois, c'est toujours. ouais, bien Bon. sûr. Quand je sélectionne mon fracture objet, là où j'ai mis mon Ouais. cube, Mhm. ici à l'intérieur, à chaque fois que je sélectionne quelque chose ici, là, j'ai ces attributs ici qui viennent s'afficher. Ouais. Et à chaque fois, ils changent parce que ça, c'est une light, j'ai tous les attributs de la light. Ouais. Ça, j'ai une caméra, tous les attributs de la caméra. Tout à fait. Donc, quand je vais sur mon fracture objet, moi, j'ai besoin de lui dire, je veux que tu sois affecté par mon plane ici. C'est Par mon ça, effecteur. d'accord. C'est là que ça se passe. Donc sur chaque élément qui doit être affecté, tu dois aller et lui dire, ou tu peux les sélectionner tous ensemble peut-être, mais Je peux les et sélectionner, lui dire, ouais, et puis venir voilà. les mettre. Donc, D'accord. quand je suis sur le fracture ici, dans ses propriétés, j'ai l'onglet effector. Donc, je vais lui dire, je veux glisser à l'intérieur l'effecteur. Effectivement, c'est plus clair comme ça. Non, mais voilà, je sais évidemment, hein, tu le fais 10 fois par jour, mais je me dis s'il y en a qui ont envie bêtement hein, de reproduire, hein, c'est presque un petit tuto que tu nous fais là, hein, mais bon, c'est très bien. Exact.
Euh, donc, pareil pour le texte. Ici, mot texte, si on va chercher, sauf que lui, c'est un peu différent. On a le droit d'appliquer les effets sur toute la ligne, sur tout le texte, seulement les lignes, seulement les mots, ou seulement les lettres. Tromper. Comme dans After Effects. Je veux le mettre sur les... Comme dans After, ouais, exactement. Je veux le mettre sur les lettres, moi, l'effet. Vous allez comprendre pourquoi. En plus simple, parce que le texte dans After, hein. Donc, là, je suis sur mon plane, donc il affiche les attributs du plane, de mon effecteur. Et ici, dans les paramètres, je vais voir qu'est-ce que je vais affecter. Donc, si je commence à tourner, ici, on voit qu'il va tout tourner, parce que je suis sur la rotation, là, donc on comprend qu'il affecte tout là où je lui ai mis les... Parce que je lui ai demandé d'affecter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider que mon plane, ici, ce soit une box. Ça va agir que dans la boîte. Je vais me mettre en tu peux limiter à la box, en illimité, c'est ça? Ouais, exact. Qu'il agisse sur le monde entier ou qu'à l'intérieur de la forme que tu auras définie. Tout à fait. Donc, si je mets 90, on voit qu'ici, il applique que là où il est. Ouais. D'accord, voilà. Là, c'est quand ça devient intéressant, oui. On voit bien. Donc, je vais me faire un carré assez grand. Moi, quand je veux que ici, elle soit à 90 degrés, ok. Puis quand je traverse, je vais mettre 2 clés d'animation sur la boîte. Je vais en faire une là, puis une là. Sauf que c'est pas dans le bon sens là. Donc, je peux lui dire ici, dans les paramètres, là où je lui ai dit de devenir une boîte, je peux lui dire de faire un invert aussi. Donc, si je clique invert, ici, maintenant, je suis dans le bon sens. Du coup, je reste sur mon plane ici, mon effecteur, je mets une clé. Puis je vais venir à la frame 12, par exemple. Et je vais venir le poser ici. Je remets une clé. Donc maintenant, quand je fais play, j'ai mon animation. Si je me remets en vue de caméra, on voit ici que j'ai mon effet que j'avais tout à l'heure. Je fais play. Ça va peut-être un peu vite, je vais repousser un peu les clés. OK. J'avais aussi une apparition de ces lignes-là, là, parce qu'en fait, quand c'est rendu, on dirait des lignes en 2D. Donc j'ai créé un nouveau plane pour ça. Et celui-là, je vais le renommer parce que je vais l'appeler R, parce que c'est ma rotation. Et celui-là, je vais le renommer puis je vais l'appeler S, parce que ce sera mon scale en Y. Donc je vais pareil aller chercher... J'irai plus rapidement sur les autres projets, parce que sinon, il va y passer 4 heures, je pense. Oui, non, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein. Est-ce que c'est good pour vous, ça, pour l'instant? Pour l'instant, c'est bien. Ok. C'est juste ça permet de voir en fait l'approche et de dire bah, tu fais tes éléments et derrière on va les affecter avec des effecteurs, hein, pour la phrase. Voilà. Et après, par contre, faut jouer parce que les combinaisons, elles sont juste infinies, quoi. Donc là, on voit que je n'ai pas expliqué pendant que tu parlais, j'ai avancé un petit peu, mais très bien. En principe, ici, quand on est dedans, elles sont plus petites. Donc, ce que je fais, c'est que pareil, j'inverse parce que ça fait l'inverse. Moi, c'est quand il est dedans que je veux qu'il soit bon. Puis là, la petite technique que j'utilise, c'est que je vais glisser dans mon plane ici. Puis lui a les clés. Puis comme ça, il va être le fils, le child. C'est comme si je l'avais lié avec un parent sur un calque dans After Effects. Tu as un plane dans un plane. Okay. J'ai un plane dans un plane. Fait que lui, maintenant, le plane scale, il va venir avoir les mêmes clés que l'autre. D'accord, oui, bien sûr. Donc, ce que je peux faire, c'est même lui le décaler un petit peu par ici pour qu'il commence à grandir d'abord et qu'ensuite, ça tourne. Bon. Très bien le fait de mettre 2 effecteurs comme ça, et puis on peut en rajouter en soi, il n'y a pas de limite. C'est pas bête. Donc, tu n'as vraiment que 2 clés d'animation. Il y a vraiment 2 clés d'animation sur celui-là. Et ensuite, alors là, c'est là où c'est intéressant, et puis ensuite, on va passer à autre chose. Donc là, si je le regarde, bon, j'ai pas fait ça super bien, il faudrait que je décale un peu ça. J'ai vraiment que 2 clés d'animation. Et ensuite, je vais mettre le même effet de tout à l'heure de rebond que je parlais sur tous. Ouais. Donc, j'ai le delay, effecteur. Ah non, delay. Je
pense qu'il faut que je les affecte. Donc lui, là. Ah, ok, comme je les avais tous sélectionnés, quand je l'ai mis, ils s'est mis tous dedans. Ils sont tous mis dedans. Lui, si je le sélectionne dans ses paramètres ici, je vais lui dire que je veux que tu sois un spring, en fait, c'est un rebond. Si je fais play, normalement, ils rebondissent. Ils rebondissent pas très fort, je vais l'augmenter. On a un petit truc comme ça. Moi, j'ai mis 2 clés. J'ai quand même une animation plutôt cool et complexe. C'est ça, avec 2 clés. J'ai Ça t'a retrouvé pris 10 tuto minutes. exactement la même chose sur Internet. Je vous le donnerai aussi en lien. Ouais, ok. Ça s'appelle Complex Animation with 2 keyframes. C'est exactement la même chose, je pense. Ça te parle. Alors là, là on est dedans. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Est-ce qu'on avance? Ah bah tu peux avancer hein, en soi, à part si les autres ont des questions spécifiques. On est à combien de temps là? Ça fait déjà 3/4 d'heure. Okay. Ouais, on a encore un peu de temps. Tu nous as mis l'eau à la bouche en off juste avant l'émission avec deux, trois projets. Sens-toi libre. Sens-toi libre d'enchaîner avec ce que tu veux. Ok. Coucou. Je vais repartager l'application. Oui. Si. Donc, ouais, j'ai fait un projet il n'y a pas longtemps. J'ai réalisé un projet chez Shed pour The North Face. Je n'ai pas pu encore le partager sur Vimeo, donc je vous fais une petite avant-première. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé chez Shed. On a eu la chance d'avoir été abordé par ce client-là. On était super contents. Enfin une pub de chaussures. On nous demande un peu d'effet. C'est un peu à la mode en ce moment. La Man vs Machine en fait énormément. Donc effectivement, ils sont arrivés avec leur référence de Man vs Machine. On a dit, bon, nous, ils nous ont laissé beaucoup moins de temps. On avait genre 2-3 semaines. Donc on était un peu moins ambitieux, mais on a quand même voulu faire quelque chose d'assez cool. Le plus gros du travail, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est mon équipe qui a modélisé la chaussure, qui a fait le shading, texture. C'était vraiment compliqué parce que c'est pas c'est quand même quelque chose de mou, c'est quelque chose qui est pas symétrique du tout. Le client est très aime beaucoup sa chaussure, donc il faut vraiment pas passer à côté. Ouais. Il y a la semelle. Enfin bon, bref, c'était vraiment beaucoup de travail de la part de l'équipe. Et puis en plus, moi, c'est ça, j'ai eu que du plaisir après à travailler avec ce modèle-là pour pouvoir faire mes petits effets et tout. Donc j'ai vraiment eu du plaisir. Donc on a vu, il y avait des images avec donc les petits losanges qui s'éparpillaient comme ça sur le sol. Ouais. Quand tu parles de shading sur la chaussure, c'est du rendu Octane? Le shading, c'est la texture, c'est tout ce qui est réflexion, tout ce qui est comment ça va rebondir avec la lumière, comment. C'est-à-dire le moteur de rendu, c'était du Octane, je veux dire? On l'a rendu avec Octane. Octane, ok. Et alors là, c'est marrant, c'est que, enfin, oui, c'est marrant. J'ai aussi utilisé quasiment seulement 2 clés pour animer tous ces petits losanges. Oh, tu arrêtes. Ok, il est déjà ouvert quelque part. Ok, c'est ça. Donc, ça, c'est comment je travaillais. Waouh. D'accord. Et, on voit bien des planes dans des planes dans des planes. Exact, ici, on en voit. En fait, j'exagère un peu, j'ai 4 clés. Mais c'est parce que je voulais décaler une affaire, je pense, à un moment donné. Ici, je travaille en premier lieu avec la matrix, en fait. C'est dans MoGraph, ici, quand on choisit, on peut cloner des choses. Ou on peut utiliser la matrix, qui est des petits carrés comme ça. En fait, ça permet de travailler, c'est beaucoup plus léger pour travailler, parce que ce n'est pas de la géométrie, c'est de la data, en fait. C'est de la visualisation de display, c'est ce qu'on voit, en fait. Il n'y a vraiment pas de polygone. Du coup, la carte graphique et le processeur en pâtit moins. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour l'instant, on a juste des carrés. Moi, je travaille mon animation comme ça. D'accord. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, au lieu que ce soit des box, cette fois-ci, c'est des sphères. Et en fait, c'est un scale de sphères. Alors, est-ce qu'on voit pas? C'est un scale de plusieurs sphères, mais vu qu'elles sont toutes les unes dans les autres, il n'y en a qu'une seule qui grossit. Et là, on voit, là, ça, c'est la deuxième clé que j'ai mis pour faire disparaître les... Est-ce que vous voyez un petit peu quand même? Ouais, carrément. Vous prenez les effecteurs carrément. Comme ça, qui viennent agir sur les modèles.
Alors, mes objets, je les ai clonés on peut les cloner sur un objet. Mes petits carrés orange, je les ai clonés sur un objet. J'ai mis une plane et puis je lui ai dit, tu te clones sur chaque polygone. Ok. Et et l'objet, c'est une grille, là. L'objet, c'est une grille, exact. Et en fait, avec des histoires de scale, d'apparition, de disparition, avec les sphères, j'arrive à les faire apparaître et puis à les faire disparaître. Par-dessus tout ça, je mets il y a un effet qui s'appelle random. Et que si je les enlève, on va voir que c'est beaucoup plus aligné, c'est beaucoup moins organique. Bien sûr. Ils apparaissent tous en même temps, ils sont tous la même taille. Donc ça va venir un peu changer la rotation, un petit peu le scale, un petit peu la position. Tout d'un coup, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste, organique. Et ensuite, celui-là, Random Weight, il permet de modifier au niveau du... ici, c'est super aligné. Ici, c'est très aligné, les apparitions. Ici, c'est beaucoup moins aligné. Donc pareil, ça vient donner un peu de côté organique à la chose. Ça fait penser un peu à une animation qu'avait fait Paul Clémence là, sur son casque il y a 5-6 ans, je crois. On est dans ce genre de... complètement. d'effet, effectivement. J'ai pareil, la même chose. J'ai retrouvé un tuto qui fait quasiment la même chose. Je vous enverrai le lien aussi. Parce que de toute façon, moi, je suis de la génération tuto, hein, comme j'ai expliqué aussi. Donc, et puis, en plus, souvent, j'ai une mémoire de poisson. Donc, je retiens mieux où sont les tutos que les tutos en eux-mêmes. Donc, j'arrive très rapidement à les rechercher. Ouais. Je vais vous montrer comment ça fonctionne aussi. Une fois que j'ai mon effet, une fois que j'ai à peu près mon effet, je viens le placer dans ma scène, qui est toute figée, elle, qui n'est pas animée. C'est juste une scène de référence pour que je place au bon endroit mon effet. Puis j'ai même un peu mes caméras aussi. On va voir que ça va sauter ici, puis ça va passer en caméra. Voilà. Comme ça, je peux voir le timing, je peux voir la position de mes objets par rapport à ma scène. La scène, c'est ça. J'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure, désolé. Et est-ce que Non, ils ont pas. Tes objets, ils sont pas mappés sur ton terrain, par contre. Non, j'utilise une plane qui est déformée de la même manière. Ok. D'accord. Parce que quand la chaussure atterrit, il y a une vague. Et en fait, là, je ne l'ai pas, je pense, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je déforme la grille où sont appliqués mes clones. Et ça va venir faire la vague en même temps. D'accord. Si je la déforme, je pourrais la déformer rapidement. Impressionnant. Et tu participes, tu disais, à tout le process. C'est-à-dire que si des fois, parce que là, là, tu réalises ça, mais cette idée, c'est toi qui l'a donnée au début ou quelqu'un est venu et t'a dit, on veut faire ça. Et toi, tu te débrouilles pour faire ça en procédural ou pas? Ils sont venus avec quelques idées, avec quelques images références, avec un style visuel assez précis. Comme je disais, ils nous ont donné des références de Man vs Machine, donc ils voulaient quelque chose de réaliste. Ensuite, non, c'est nous qui avons proposé l'idée de faire ces petits carrés. Donc là, les idées que tu vas amener, elles sont un peu orientées aussi avec les techniques que tu pourrais utiliser, que tu maîtrises ou pas du tout. Exactement. C'est plus souvent une technique qui va venir m'apporter une idée que d'avoir une idée, puis il faut que je trouve la technique. D'accord. Et même pour des projets comme ça, encore une fois, même sur des projets comme ça, ce qui est important, et je le répète souvent, j'ai déjà fait 2-3 conférences, c'est de prendre du plaisir à travailler. Bah oui. Parce que ça se ressent dans l'image, et puis en plus, on est content d'aller travailler le matin. Si la notion de plaisir, moi, je la perds, c'est pour ça que sur mes projets perso, j'en ai beaucoup qui partent à la poubelle. Et les clients, je leur propose quelque chose que moi, je sais que je vais réussir à faire, j'aurai pas de problème, et puis qu'en plus, ça va être chouette. T'as raison. Ça t'arrive quand même de partir dans du projet où tu sais pas trop comment faire et t'apprends un peu dans le tas ou jamais? Ça arrive, ouais, ça arrive. Ça arrive rarement. Surtout en motion, en général, ça arrive souvent que les clients veulent le dernier effet à la mode. Oui. Donc là, souvent on ne sait pas faire, mais bon, avant ça m'inquiétait, maintenant je
je m'inquiète plus trop. Ça va, on prend l'habitude de ce petit stress-là et puis on sait qu'on finit par y arriver. Donc, j'ai jamais vraiment, jamais pas livré de projet. Donc, Ouais. Ok. Ah, c'est un beau projet, là, la chaussure. ouais, merci. Bah, on est content. On est pressé de mettre ça sur Vimeo. Ah Voilà, bah, je vous ai carrément. dit, le lien du making-of aussi sera sur Vimeo, je pense, dans 2-3 semaines. Énorme. Pareil, moi, vous avez remarqué, je sais pas, je fais souvent des making-of pour mes projets. Mhm. Ouais, Ouais. c'est cool. Ouais. J'aime bien partager parce que vu que je viens de la... Je peux remettre en webcam peut-être. Ouais. Je viens un peu de cette génération tuto Internet. Mhm. Je dis souvent, pour faire du blabla, c'est un peu ma façon de remettre à Internet ce qui m'a donné. Oui, oui, quelque part, tu as raison, hein, c'est clair. Justement, parce que bon, niveau école, on a compris comment ça s'est passé pour toi, d'ailleurs, comme pour pas mal d'entre nous. Ouais. Mais là, si aujourd'hui, tu as un petit jeune ou même un petit vieux qui vient te voir et qui te dit, moi, je veux faire de l'animation procédurale, qu'est-ce que tu me conseilles pour me former des sites de référence, à part ceux que je connais déjà, c'est-à-dire Grayscale Gorilla ou Cineversity. Est-ce que tu as des sites, Non, des trucs que pas tu conseillerais? spécialement. Pas spécialement. Je sais que, non, effectivement, Grayscale Gorilla, c'est souvent sur lequel je renvoie parce qu'en plus, il a les tutos basiques pour cinéma 4D. Ouais, tout à fait. Qui sont super agréables à regarder parce que Grayscale, il est super dynamique, il est super content, donc Bah oui. c'est toujours agréable à regarder. Mhm. Non, pas spécialement. Moi, ce que je conseille juste, c'est d'être sûr d'être passionné parce qu'on va passer du temps devant la machine. Et puis, si on a la passion, il n'y a pas de problème, on trouve tout ce qu'on veut, il n'y a pas besoin de me demander. Ouais. C'est sûr, hein, c'est sûr. Google est vaste, enfin, le web est vaste, pas Google. Et ça, c'est clair. En tout cas, c'est vraiment top. On a un peu de temps, donc si toi, tu as des projets sous le coude, on est chaud, hein, je te le dis direct. Si t'en as pas, on continue un petit peu. Mais Oui, j'ai parce que encore, c'est un truc qui- j'ai encore un petit projet d'écréa. Ah, et ben voilà, c'est bon ça. On adore, on est friand. D'habitude, c'est vrai que les émissions, elles sont beaucoup plus, on va dire, en échange paroles. Mais si on peut aller dans les projets, je pense que personne s'en plaindra. C'est cool. Moi, j'ai déjà fait des petites conférences ici à Montréal, et puis c'est pour ça Ouais. je rentrais vite dans le logiciel. Je trouve Mhm. que c'est plus concret. Puis c'est un peu comme faire mes making-of, mais live. Mhm. Tout à fait. C'est ça qui m'intéresse, un peu d'essayer de rendre attractif, de le rendre plus simple. Mes making-of, ils sont pas vraiment techniques, ils sont juste le fun à regarder. On les regarde, on est comme moi, ok, ça donne envie. C'est vraiment juste le but en fait. Puis si aujourd'hui je fais cette émission aussi avec vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, j'aime bien exagérer le fait que je mette que 2 clés et puis qu'on obtient quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Euh, c'est pas mal ça que j'aimerais que les gens retiennent au final en fait. Et c'est pour ça que souvent, encore une fois. Mais ça fait un peu écho à une vieille émission qu'on avait fait avec Matt Trunks. Un La petit peu, troisième, ouais. je crois, et pareil, il me parlait beaucoup de Mograph et CMA 4D en disant que c'était beaucoup plus simple qu'After et qu'il posait très peu de clés au final. Exact. Mhm. Donc, sauf que là, on voit Ouais. un peu plus dedans, quoi, donc c'est assez cool. Mais c'est marrant parce que le logo, la Motion Café que je vous ai montré, je pensais pas du tout le faire en 3D au début. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas demandé d'animer un logo 2D, et puis finalement, quand je vois que, en fait, finalement, je l'avais animé en 1 heure dans ces 4D, je me suis dit, ok, c'est Bah super ouais. cool. Et puis, Slash, comme c'est, quand je dis Slash, et en plus, comme c'est procédural, les modifications sont super simples. On n'est pas dans du keyframe où il faut aller changer ses masques. J'ai juste à déplacer 2-3 choses, changer un paramètre, et puis ça va changer totalement l'animation. Mhm. Donc après, derrière ça, le client, s'il revient avec des modifications, moi, j'ai même pas peur. Je suis dans mon environnement, et puis tout est procédural. Donc, Bien sûr. s'il veut que le scale soit plus grand au début, j'ai juste à changer un paramètre, et puis ça va tout changer. Mhm. Donc, pour ça, c'est super intéressant, même pour le 2D, finalement. Mhm. Je me suis amusé aussi pendant un temps sur des projets en 2D. J'avais de la dynamique en 2D, mais j'ai tout fait dans Cinema 4D. Et puis j'exportais juste mes caméras et puis des objets nuls qui s'attachaient à ma dynamique. Mhm. Et dans After Effects, je me retrouvais avec ma caméra et puis des objets nuls qui tombaient. J'avais plus qu'à rattacher mes images et puis j'avais une animation super fluide de dynamique. J'avais tout fait dans ces 4D, mais il n'y a aucune image qui sortait de ces 4D.
Ouais, Je sais pas c'est si pas vous me mal suivez ça. quand je dis ça. Ah, mais carrément, tout à fait, ouais, c'est clair. Tu fais une espèce de template de dynamique sur lequel tu es venu placer tes images. Donc, tu profites de toute la puissance des dynamiques dans After, ouais, c'est clair. Ça t'arrive, donc, ok, tu fais beaucoup moins d'After, ça, ok, mais ça t'arrive quand même peut-être d'utiliser Cineware, un avis? Je sais pas, Alors, j'étais super excité quand il est sorti. forcément. Un peu comme Element 3D aussi, on l'a acheté tout de Mhm. suite. Cineware, je l'ai essayé tout de suite. Puis finalement, non, il s'avère que j'utilise quasiment jamais non plus. Je ne l'ai pas utilisé professionnellement sur un projet, donc je ne peux pas trop dire si Mhm. ça Ouais, fait. ils ont un petit peu amélioré là, mais bon, les débuts, c'est encore les débuts finalement. C'est un petit peu difficile de bosser en prod, voire impossible parce que trop lent en temps de rendu. Mais là maintenant, il y a carrément le moteur, un petit moteur de rendu basique Cinema 4D dans After. Donc on arrive à faire deux, trois trucs, mais je pourrais pas parler non plus de délimitation. Mais ça va quand même vachement plus vite, enfin, un petit peu après. À voir parce que comme toi, pas eu de projet pro poussé là-dedans, donc dur à dire. Après, Element 3D, ouais, bah, marche bien, mais au final, quand tu maîtrises Cinema 4D comme tu le maîtrises, bah, il y a moins d'intérêt, quoi. Si ce n'est embarquer peut-être une fois une scène de temps en temps parce qu'il y a X ou Y truc, mais je vois Exact, pas c'est trop. exactement ça. Je pense que c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas, alors que je pense qu'Element en 3D est super puissant. Pour Ouais. des demandes de logo, tout ça, il n'y a pas de problème. Mhm, Mais c'est pas sur lequel je vais m'orienter parce que c'est pas, je suis pas à l'aise dessus. Donc, mhm. Vous avez déjà eu, parce qu'on a fait une émission il y a deux mois de ça ou 3 mois, avec Metal, Chris Bobotis de Montréal d'ailleurs, qui a donc créé, entre autres, Skybox, qui permet de faire de la 360 depuis After, d'exporter en 360 les scènes After. Vous avez des demandes de réalité virtuelle, ça commence à arriver à 360 ou pas du tout oui, on en de a votre côté? on a réalisé plusieurs. Je pourrais vous Ouais, envoyer un lien aussi sur le site de Shed, ouais. sur lequel moi j'ai pas participé parce qu'il n'y a pas de motion dedans. Mhm. Mais on sent que ça vient. Et on a fait des intérieurs d'avions pour des futurs Ouais. acheteurs d'avions. Donc Mhm. en réalité virtuelle. Non, là, il y avait personne qui connaissait le logiciel Unity à Shed, donc on a dû embaucher des pigistes pour ça. D'accord. Unity, c'est le moteur qui permet de faire du Ouais. temps réel en VR, genre, par exemple, pour le Mhm. jeu vidéo. Mhm. Mais effectivement, il y en a de plus en plus. Moi, après, j'en ai jamais fait. J'ai travaillé. Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Bon, j'ai juste travaillé un projet, mais c'était sur un dôme dans Montréal. C'est tout. C'est vraiment fun. Et en fait, c'est vraiment. Au final, alors je parle pas dans Cinema 4D, parce que dans Cinema 4D, on peut le faire. Il y a un plugin, je crois, qui permet de faire ça depuis déjà longtemps. Je le connais pas, j'ai jamais testé. Mais ce que j'ai testé dans After, en récupérant une scène ou une modée de Cinema 4D, amenée dans After, bah, justement, grâce à Element, et depuis Element transformé en VR, c'est assez impressionnant. Franchement, rapidement, les résultats. Tu mets ton petit Samsung Gear VR, t'es comme ça, et tu te fais un bon délire. Tu te fais tes petits vertiges tout seul chez toi le soir. Ok, ah, super. Mais c'est assez fun. Après, à voir, c'était juste une question que je me posais. Non, il n'y a pas de trouble. Donc, très bien. Mais c'est marrant, tu as un petit jargon québécois. Hein. Ouais, je savais que j'allais l'avoir. Je vais essayer de l'enlever, mais Y a pas de trouble, hein. T'inquiète, l'important c'est d'avoir du fun. exact. C'est- Ah, mais c'est cool, tu nous régales. Vraiment bien. Si tu veux plonger dans un autre projet, on a le temps, hein, donc sans Ok. toi libre encore une fois. Ouais, c'est parti. Ouais, ben, je vais parler des créas. Là, ce qui est intéressant avec les créas, c'est qu'on a été abordé c'était pour un opening d'une cérémonie, Mhm. la remise des prix des meilleurs pubs du Québec. On est venu nous voir et puis on nous a donné carrément carte blanche. Donc, nous, on aime Ça, ça. c'est On a dit pas trop de boulot à ce moment-là, heureusement. Ouais.
Et là, je pense que j'ai pas mal mis tout mon potentiel d'animation procédurale, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est le thème, X particules octane. C'est-à-dire que là, j'ai été tout mettre ce que je connaissais à ce moment-là. Ok. Je me suis amusé à fond, quoi. C'est le genre de projet rêvé, quoi. Ouais, c'était super sympa. J'étais vraiment quasiment seul avec Bollerel, valider de temps en temps mes choses. À la fin, il a fait quelques plans avec moi parce qu'il y avait des idées qu'il voulait. Le réalisateur, lui, connaissait un petit peu aussi Cinéma 4D, donc il a fait quelques plans à la fin. Mais principalement, j'ai pas mal fait toutes les grosses simulations. Lui, il validait à la fin s'il aimait ça, si c'était dans le thème de ce qu'il pensait chaque scène. Donc le matin, moi j'arrivais et puis je me donnais pour objectif de sortir un plan dans la journée. Rendu, animé, rendu. J'ai fait ça pendant un mois. Donc j'ai sorti un peu moins de 30 plans. Ou peut-être plus que ça en fait, on n'a pas tout mis au final. Mais... D'accord. Wow. Alors je vous montre ici une scène, vite fait. Ça c'est une des plus simples. Ça c'est quand j'avais moins d'idées, les jours où j'avais moins d'idées. Ça c'est du X-Particle, puis je vais le loader dans Octane, vous allez voir la vitesse à laquelle ça load et comment c'est beau quand ça rend. Si ça marche du premier coup. Ouais. Oh là là. C'est vraiment bluffant, Octane. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ah ouais, donc là je suis à 8 secondes la frame. Donc je peux me permettre de rater, et puis de faire des rendus, puis de recommencer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Les matériaux sont super simples, c'est assez basique. J'allais te poser la question. Ouais. Le seul truc le plus pas complexe, mais quand je vous aurais donné l'astuce, c'est super simple, c'est le sol là un petit peu qui crée une sorte de réflexion ou pas sur certains endroits comme s'il était taché. Comment ça se passe sur cette scène? C'est relativement simple. J'hésite presque à la refaire à zéro, celle-ci. Je me demande parce que c'est quand même relativement simple. Ok, on va refaire ça, d'accord? Ouais, il nous reste une vingtaine de minutes, t'es large, je pense. Ah bah, je voudrais montrer une dernière chose après, mais au pire, si je la montre pas, c'est pas très grave. Pas de souci. Je vais quand même garder... Non, même pas. Je vais garder mon sol. D'accord. Donc, tu as un sol, 2 caméras, et tu n'as pas encore la baballe. C'est des différents ans. Ok. Je peux même faire ça. Ok, on va faire ça. Alors, j'y vais. Donc là, ici, j'ai mes petites affaires de X-Particle. Je mets un émetteur. Quand on fait play, il y a des petites particules qui sortent. Ouais. On peut le déplacer, on peut le tourner. Ouais. Là, je suis déjà dans la bonne direction par rapport à ma caméra, plus ou moins. Je veux qu'il y en ait beaucoup moins qui sortent, puis je veux qu'ils soient beaucoup plus grosses. Donc quand je clique, à chaque fois que je viens cliquer ici sur mon émetteur, ben, c'est s'attribue comme la dernière fois. Donc on a l'onglet ici émission. Je vais en mettre beaucoup moins, je vais en mettre 10 par exemple. Ici en termes à la naissance, donc là si on regarde, il y en a beaucoup moins qui sortent. Je veux aussi qu'ils soient beaucoup plus gros, donc les particules, le radius ici, je le mets à 10. Sauf qu'on ne voit pas la taille ici encore. C'est toujours les mêmes, c'est des petits points. Ça, c'est parce que c'est dans le display. Ici, dans l'onglet display, on peut lui dire je veux que tu sois vraiment un cercle plein et que tu représentes le radius que je t'ai demandé. Donc là, d'un coup, on voit un peu plus la vraie taille des particules. Justement, elles sont toutes un peu les mêmes. Donc tout le temps, moi, histoire de rajouter du réalisme, je sais qu'il n'y a rien exactement la même chose dans ma scène. Jamais, jamais. Il faut tout le temps mettre un petit peu de random, comme on dit. Ouais. Donc pour ça, c'est ici, on ne voit pas toute l'interface. Ici, j'ai mon radius que j'avais mis à 10. Je vais même le monter un petit peu à 15. Puis en face, j'ai la variation. Donc je peux le changer, je vais mettre une variation à 8 par exemple. Puis là, on voit qu'ils ne sont pas toutes la même taille. Je vais mettre une moins grosse variation. Donc maintenant, je veux qu'elle tombe, puis je veux qu'elle rebondisse sur le sol. Donc pour ça, il faut que je mette une gravité. Donc j'ai mis un effecteur de gravité.
J'ai cliqué, il était par ici, là. Je pense qu'elles vont tomber, j'espère. Ouais, ça tombe. Et donc, tout fait, il détecte dans la scène l'émetteur. Il dit, ah, tiens, moi, je suis la gravité, je vois un émetteur. Il agit sur cet émetteur. Exact. Il agit sur tous les émetteurs. Il y a de la gravité dans la scène. Tous. Ouais. Et tu pourrais le limiter à un émetteur spécifique? Oui, question exact. Oui, pas de problème. Okay. Je vais le limiter à celui-ci. Quand je vais dans les paramètres de l'émetteur, ici, je peux créer un groupe. Donc ici, je fais créer de groupe. Maintenant, toutes les particules font partie de ce groupe-là. Et lui, je peux lui dire de s'appliquer qu'à ce groupe-là. Donc gravité, si je vais dessus, groupe affect, ici, en anglais, quel groupe affecté, hein, facile. Et hop, on glisse le truc. Et... Si je mets un autre émetteur, elles ne sont pas affectées. Très bien. Maintenant, je veux qu'il rebondisse sur le sol. Et je vais lui mettre le sol, c'est celui-là, c'est mon plane. Je vais lui mettre un tag de X particules et je vais lui dire, c'est dans les tags ici, X particules, collider. Collider, ça veut dire collision. Ouais. En anglais, on comprend aussi. De base, maintenant, je pense qu'elles vont rebondir. Hein. Ah, d'ailleurs, on voit que ma perspective elle est un peu bizarre. Je pensais que j'étais plus haut. Et là, elles glissent et puis elles rebondissent. Moi, je veux quelque chose de plus réaliste. Donc, attendez, je vais enregistrer ma scène ailleurs. Parce que je vais rouvrir ma scène après. Donc, c'est ici sur l'effet du plane, je vais lui dire, je veux que tu aies moins de bounce ici. Je vais en mettre 10%, puis je veux qu'il y ait beaucoup plus de friction. Je vais le monter. J'aime changer les paramètres par défaut pour surprendre aussi un petit peu. Puis là, tout d'un coup, on voit que toutes les boules, elles ne roulent plus. Elles ne roulent plus du tout, donc la friction, je vais en mettre un peu moins. Puis... Mais en règle générale, c'est ça. Les paramètres, faut y aller à fond. Moi, j'y vais à fond d'un côté, à fond d'un autre quand je ne le connais pas, et tu captes assez vite. C'est peut-être ça qui rend le côté intuitif de ces 4D aussi. Exact. Souvent, je fais exactement la même chose. Je vais à fond, et puis on va voir qu'est-ce qui bouge. Il y a un truc hallucinant maintenant qui est dans X-Particules, qui serait bien qu'il soit vraiment partout dans le cinéma 4D. C'est que dès qu'on touche à un effecteur, on a une vidéo maintenant pour aller checker un tuto. Donc, sérieux? Fais voir. Ouais, ici, si je suis dans l'émetteur, ici en bas, j'ai une petite caméra là. Ah oui. Peu importe l'onglet sur lequel je suis, non? Il faut être sur Basic par exemple. Oh, c'est mortel ça. Qui va m'emmener. Est-ce que je sais pas, vous voyez Vimeo là maintenant? Ouais. Cool. Franchement, ça devrait être en fait dans tous les softs pour tout. Ah bah c'est magnifique ça, parce qu'il n'y a même plus besoin justement d'aller voir ce bouton. Gravité, je pense qu'il... Ah si, même gravité, il en a un. Pourtant, on connaît c'est quoi la gravité. Mais... Mortel. Et ça, et ça tout pour tout, donc on peut prendre comme ça. Alors, on est de retour dans la scène. Là, ce que je vois, c'est qu'elles sont toutes les unes sur les autres parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont... Elles peuvent se collider, en fait. Il faut qu'elles se cognent entre elles. Donc ça, il faut leur dire aussi. Là, quand on va mettre ça, ça va commencer à alourdir un peu le calcul de l'ordinateur. Donc, c'est en mettant un effet de contrainte. Collision, ici. Ah non, je ne sais plus lequel c'est. Non, pardon, excusez-moi. C'est celui-ci qu'il faut mettre. C'est le PP collision, ça s'appelle. Par défaut, ça va être coché self-collision. Donc maintenant, voilà. D'accord. Voilà, on voit très bien. Maintenant, elles rebondissent les unes par-dessus les autres. On a le même effet ici pour savoir si elles veulent vraiment, quand elles se cognent, si elles rebondissent beaucoup, si elles restent un peu plus proches. Donc, vous voyez cet effet un petit peu. Puis après, moi, je viens mettre ma caméra ici, par exemple. Tac. On va dire que c'est mon effet que j'avais, ok. Donc ça, j'ai rien du tout là. Si je rends, je pense que j'ai juste le sol. Ah si, j'ai quand même des choses, parce que j'ai déjà mis une lumière. Mais on voit pas les particules. Ok. Par où commencer? En général, quand j'en arrive là, la première chose que je fais, c'est que je mets une HDR qui englobe le monde, qui va être l'environnement dans lequel est ma scène. Donc, il faut mettre un sky, en fait, qui est dans Octane, ici, Octane Sky. Quand je le mets, il me met un sky avec son tag. Je l'ai déjà ici. Donc, je vais choisir mon HDR que je vais mettre dedans. Donc, ici, j'ai pris ça à l'intérieur de Studio. Et je mets mon plane, j'ai mon sol. Donc, quand je rentre dans Octane, il
Ah ouais, très bien. Il me rend un plane comme ça. Octane, il a ses propres matériaux. On n'utilise plus les matériaux de cinéma 4D, mais ils sont relativement simples. Ça ressemble vraiment beaucoup, donc c'est assez simple de switcher. On a les matériaux qui sont diffus, on a les matériaux qui sont réflectifs, on a les matériaux transparents, et on a les mix matériaux, c'est-à-dire de pouvoir mixer un transparent et un réflectif, par exemple. Donc là, je vais prendre un qui réfléchit. Donc je clique, il me crée ici un nouveau matériel. Je vais le glisser sur ma plane. On peut aussi glisser directement dans la vue, mais je vais faire plus simple ici. Bon, maintenant, on voit que le sol est réflectif. Ouais. Je peux venir changer la couleur dans Diffuse ici. Là, il est rouge. Et alors, pour créer des tâches, et puis pour créer, je veux qu'il soit réflectif sur certains endroits et pas d'autres, ça se passe dans le roughness ici. Donc là, j'ai sélectionné mon matériel, j'ai donc ses paramètres. J'ai changé sa couleur ici, puis j'ai plein d'onglets. Puis dans l'onglet roughness, je peux venir y mettre une texture. Ça suit, ça va, c'est pas trop compliqué, j'espère. Ouais, bah, ça va, hein, pas de problème. Okay. Motion Café, Créa, X-Particule. Puis je suis venu mettre une texture comme ça une photo noir et blanc en fait. Là où c'est blanc, ça va réfléchir. Là où c'est noir, ça va pas réfléchir. Ouais. Vous voyez ce qu'on obtient? Est-ce que c'est assez clair? Nickel. Bah oui, c'est nickel. Donc mes particules, on les voit toujours pas. Donc il faut que je lui dise qu'il faut qu'il crée de la géométrie. Pour ça, il faut que je mette un générateur. Le générateur, je peux venir lui glisser des boules à l'intérieur. Le générateur, il va prendre en compte mon émetteur. Puis tout ce que je vais lui glisser dedans, ça va le reproduire en fait. D'accord, voilà, nickel. Sauf que ma sphère est trop grosse. Là. Il faut que je la mette du même diamètre que je l'ai dit dans l'émetteur. D'accord. Ok, nickel. Voilà. Et puis ensuite, je fais un réflectif. Je mets plusieurs sphères. Je mets une réflective, je mets une transparente. C'est même les matières par défaut, en fait. Hein. Mm-hmm. Et puis j'en mets une, mettons, j'ai mis une texture de tissu dessus. Et puis quand je reload, je fais play. On peut même rendre en playant avec Octane. Voilà, on a à peu près la scène. Et du coup, après, tu choisis aléatoirement les billes qui sont affectées, celles qui seront en vert et tout, quoi. Il va les répartir aléatoirement. Là. Si je veux plus de transparence, je la double. Puis j'aurai plus de transparence. Et tout ça en 10 minutes, c'est beau. Ouais. Alors, dernière chose, et c'est ça qui rend les choses belles souvent, c'est que sur la caméra, on peut mettre aussi un tag Octane. Donc ici, dans les tags, on peut venir chercher le tag Octane. Je vais lui dire de ne pas être en autofocus. On peut venir pointer avec ce petit F ici dans le rendu où est-ce qu'on veut que la mise au point soit faite. Ah, yes. Ici, on vient tirer la focale. Puis comme ça, on a du flou artistique. Genre, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Voilà. Il y a 2 ans, j'aurais jamais mis le flou comme ça directement dans la 3D. C'était beaucoup trop long à rendre. Il fallait le faire en compositing. Il fallait sortir des passes de depth. Oui. C'était beaucoup moins beau. Ici, maintenant, Octane permet de tout calculer. Pareil pour le motion blur en 3D. Avant, c'était incalculable. On évitait d'en faire. Maintenant, il suffit juste de mettre motion blur. J'en veux un petit peu. Et puis là, c'est complètement fou. Si je fais pause, on va voir que il y a du motion. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il faut compter quand même. Non, c'est parfait. Faut quand même compter un petit budget, quoi. Je pense qu'on a pour facile 1000-1500 balles de X-Particule Octane, quoi. Mais c'est cool. Par contre, ça coûte cher, c'est vrai. mais ça coûte cher, mais je peux plus m'en passer, quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est vite rentabilisé a priori si c'est utilisé en prod, c'est clair. Moi, je vois, en ce moment, je suis en train de tester Arnold. Alors, il est génial, hein, il est superbe, hein, mais il est en quoi, donc c'est chiant. Exact. Pour des scènes basiques, tu montes vite à du 30-40 minutes de rendu, alors que... Mais il devrait passer en GPU aussi, après, si tu as suivi un peu. Ça fait un peu de 2 ans qu'ils en parlent du GPU, quoi. Donc... Et puis, ils ont été rachetés les dernières. Donc... Enfin, bref, on verra. Ah ouais. J'espère que ça va arriver. Ils vont arriver, de toute façon. Mais... Et il est beaucoup moins cher, du coup, Arnold?
Je crois qu'il a 1000 et quelques. Ouais, Je crois. non, il est pas. Mais il est Ah plutôt ouais, quand même, c'est- fait que pas de... Bah, on va dire que l'avantage qu'ils ont, Arnold, c'est le nombre d'années qu'ils sont là, quoi. Eux, ça fait 15 ans qu'ils sont là, donc c'est vrai que t'as un Ouais, produit qui est quand même plus ou moins abouti, qui connaît bien les softs, quoi. je Mais comprends. bon, après, Après, c'est le quoi, risque avec Arnold, c'est que ça a été racheté par Autodesk, il me ouais. semble. Ouais, donc, ouais. Bah, après, c'est comme tout, hein, c'est une fois que t'as ton logiciel, t'es dessus, t'es bien, et puis tant que ça marche, t'es content, quoi. T'as pas... Comme tu Ouais. disais, quoi, il n'y a pas besoin d'en faire 1000 pour bien, pour connaître, quoi. T'en connais un, il est bien, et puis tu restes dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai jamais eu de problème majeur encore jusqu'à présent. Mm. Le seul problème, c'est si on a une scène qui est vraiment, vraiment beaucoup de polygones, c'est ta carte. En fait, c'est pas Octane, c'est ta carte graphique qui va pas le supporter, qui va pas réussir à tout loader. On a eu ce problème-là, notamment d'ailleurs sur le spot avec North Face, la chaussure, parce qu'on avait des high-res scans de Roche. Mhm. Ça loadait pas. Et puis, bon, à partir de ce moment-là, il faut qu'on se met en réunion, puis on réfléchit, puis on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut optimiser notre scène au maximum? Ouais. Et puis, de toute façon, c'est intelligent parce que ça te pousse à optimiser ta scène et c'est ce que on devrait faire tout le temps, plutôt que de tout mettre à Mhm. fond et puis de, allez, on y va. Bah Puis, oui, en général, ça c'est plante. clair. C'est Et ça clair. me fait penser à un truc, ta scène justement qui est des millions de polygones. Tu as déjà pensé à utiliser Houdini? Dont on parle beaucoup aussi, Houdini, de plus en plus, pour des scènes comme ça, un peu très très lourdes et très full procédural aussi, mais plus lourdes. Parce que je vois que Man vs Machine l'utilise pas mal aussi, Houdini. Exact. Même chez Shed, ici, maintenant, on commence à switcher Houdini. Il y en a déjà qui l'utilisent. On a eu quelques cours. Ben, alors, je sais pas, même mentalité pour moi, soit c'est de la fainéantise, soit c'est de la peur, soit c'est je sais pas ce que c'est, mais je suis tellement attaché à Cinema 4D que j'ai du mal à me dire que je vais me mettre sur un autre logiciel. Je sais qu'il a l'air bien, je connais un petit peu sa mentalité. C'est vrai il est beaucoup plus puissant, en fait, on peut aller beaucoup plus profond. Mais pour l'instant, non, j'ai pas switché. Enfin, je disais pas ça pour switcher et ne faire plus que ça, mais en tout cas, un outil complémentaire à CKD, dans certains cas, ça peut être pas mal. Effectivement, mais je sais que j'ai une team ici, si vraiment on a des idées qui pourraient peut-être aider là-dessus, parce qu'ils font du Houdini. Donc, non, pour l'instant, je connais vraiment pas du tout. Ça, c'est un peu l'avantage d'être en studio, quoi. C'est d'avoir un peu sa team avec quelques spécialistes qui traînent, et puis Mais oui, c'est assez c'est cool, clair. quoi. C'est ce qui, C'est quand clair. là, il y a pas longtemps, j'ai eu une interview avec Tony Zagorios, c'est ce qu'il disait aussi, tu vois, ils sont tous, ils savent tous un peu tout faire, mais ils ont quand même tous leur spécialité, genre la modée, du machin, du truc. Donc c'est vrai que c'est assez cool de pouvoir se C'est la même reposer chose, sur ça, quoi. c'est la même chose ici chez Shed. Tout le monde, quand il y a un gros projet spécialisé dans ces choses, on retrouve toujours les mêmes au lighting, toujours les mêmes au modeling, mais on peut demander n'importe quoi à n'importe qui, puis ils sont tous généralistes. C'est une demande à l'embauche quasiment, Bah oui, bien sûr. d'être capable de toucher à tout. Là, Ah bah c'est bien cool. ça. Tu nous as bien fait rêver en tout cas. Tu nous as vraiment fait rêver, ouais. On arrive vraiment sur la fin de l'émission, là. Mais j'ai envie de, j'ai envie de tester Octane direct derrière, et pas que. Mais on aime bien faire à la fin de nos émissions une petite session rapide de coup de cœur, coup de gueule, s'il y en a. À toi l'honneur, Guillaume, si tu en as, un coup de cœur ou un coup de gueule sur, bah voilà, en ce moment. Non, c'est vrai que ça m'a fait marrer, mais de coup de gueule, il n'y en a pas souvent au motion. Je trouve que la communauté est super enthousiaste. Sur Vimeo, c'est toujours des bons commentaires qu'on reçoit. On est complètement. J'adore vraiment ce côté-là du motion aussi sur Internet. Donc, je vais plus y aller sur un coup de cœur. Oui, bah c'est très bien. J'ai juste été chercher, j'ai trouvé une boîte il y a récemment qui m'a fait complètement craquer sur les petits projets qu'ils ont fait. Ils sont complètement différents. Je vais les sortir. Attends, bouge pas. Je vous les mets sur Hangout. J'ai deux vidéos qui sont de la même boîte. Qui mélangent 2D, 3D à la perfection, je trouve, et qui sortent un peu du lot. Alors ça, c'est le premier. C'est pour Google. Ça s'appelle Horizon Conference Open. Ah, il est beau, lui. Ok. Et puis la même boîte a réalisé quelque chose de complètement différent, mais vraiment trippant, avec de l'animation traditionnelle, avec du scan 3D. La réalisation est parfaite. Ça s'appelle Mesh. Ah, c'est bon.
C'est sorti il y a 2 mois. Donc, ouais, c'est ça, c'est mon petit coup de cœur en ce moment. Je peux le regarder Ouais, en plus, cette joli. vidéo-là. Et puis, Ah ouais, c'est du très lourd. Ouais. C'est du très lourd. Ah, merci pour ce coup de cœur. c'est tout. Vraiment C'est cool. sympa. Et vous, les gars? Ouais, on peut mettre un coup de cœur pour Fremox qui va nous sortir Eh son, ben son voilà! script de d'ométrie, quoi. Eh ben voilà! Et pas que! En fait, Enfin, pour MoGrafter déjà. MoGrafter, là, déjà, bah oui, Ah, ok. bah oui. Ah ouais, Exactement. bravo. Donc en fait, voilà, Fremox qui est là a de nombreux talents et il a développé donc un script récemment MoGrafter. Il a essayé d'adapter, de reproduire certains outils MoGraph pour After Effects notamment et surtout Element 3D. Et c'est juste assez énorme. Donc big coup de cœur, hein. Ah, le Momox, il a vraiment assuré. Et derrière, il a enchaîné, mais je sais pas, genre 2 semaines après. Ah, va falloir penser à dormir, fais gaffe. Isomatic qui va sortir hein, incessamment sous peu. et qui est C'est un très script lourd. Hein. et qui est très 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 lourd, qui permet de faire simplement de l'isométrie sur After, 2D ou 3D. Enfin, c'est juste énorme. Donc encore une fois, ouais, bravo parce que ça le fait. Pense à dormir. C'est vraiment le coup de cœur du moment pour la team et congrats. Merci Voilà. beaucoup. Donc bah là, on arrive vraiment à la fin de l'émission, hein, malheureusement. Un grand merci à toi, Guillaume, pour ta générosité, pour avoir partagé tout ça. Franchement, on resterait bien encore des heures avec toi. C'est vraiment, vraiment cool. Merci d'être venu et on vous dit à tous à bientôt pour la prochaine émission Motion Café. Bye bye.